Bonjour à tous, nous sommes le 5 mai. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Djibouti a accueilli un séminaire régional des radios-télécommunications 2025 qui s'est tenu à Ela Hotel. Une équipe humanitaire internationale a rejeté le plan proposé par Israël pour acheminer l'aide humanitaire. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement et nous entamons ce journal par ce séminaire régional des radiocommunications 2025 qui s'est tenu à Ela Hotel en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. Les travaux de cet événement grandiose ont débuté ce matin et se poursuivront jusqu'au 8 de ce mois. La cérémonie d'ouverture officielle du séminaire a réuni plusieurs officiels en présence du ministre des Communications chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdon, des membres du gouvernement, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui, le directeur général de la RTD, M. Aden Abdi Jama, le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, le chef de corps des gardes-côtes djiboutiennes, le colonel Waïs Omar Bororé, des décideurs, des acteurs clés du secteur des télécommunications venus de plus de 20 pays du continent africain. La thématique centrale de ce séminaire a porté sur les avancées technologiques et les meilleures pratiques en matière de radiocommunication en mettant l'accent sur le développement durable et l'innovation numérique. Les participants auront l'occasion d'échanger des idées, des pratiques, d'expériences afin de discuter des défis, des opportunités liées à la transformation numérique et ce pendant 4 jours. Et à cet effet, je vous propose donc de suivre l'intervention du ministre des Télécommunications qui n'a pas manqué de rappeler que cet événement est une opportunité précieuse pour renforcer la coopération régionale suivant son intervention. Pour moi, un grand plaisir de prononcer cette allocution d'ouverture des travaux du séminaire régional des radiocommunications 2025 pour l'Afrique, organisé conjointement avec l'Union internationale des télécommunications. Je voudrais avant tout remercier l'Union internationale des télécommunications pour son appui à l'organisation de ces séminaires de formation à Djibouti. Mes remerciements vont également aux pays, amis et frères qui ont soutenu notre candidature pour la tenue de cet important événement dans notre pays. Votre présence, distingués participants, est un témoignage éloquent de notre engagement collectif envers un impératif commun, investir dans le développement de nos ressources humaines, car dans un secteur aussi dynamique et crucial que la radiocommunication, la compétence est la clé de l'innovation, de l'efficacité et, en fin de compte, du progrès de nos nations. Mesdames et messieurs, nous savons tous que le paysage de la radiocommunication évolue à une vitesse fulgurante. Les technologies émergentes, les usages se transforment et les défis se complexifient. Face à cette réalité, une approche par compétence n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle nous permet de construire des infrastructures robustes, de déployer des services de qualité et de garantir une gestion optimale de nos ressources. Cet atelier est donc une opportunité unique de renforcer nos savoir-faire, d'échanger les meilleures pratiques et de cultiver une expertise africaine de pointe dans le domaine de la radiocommunication. Mesdames et messieurs, ce séminaire revêt une importance particulière dans la perspective de la prochaine conférence mondiale de la radiocommunication. C'est une tribune essentielle où les décisions qui façonneront l'avenir du spectre radioélectrique mondial seront prises. Pour l'Afrique, il est impératif d'y faire entendre une voix unie et forte, défendant nos intérêts communs et nos spécificités régionales. Ce séminaire vous outillera, vous qui aurez la responsabilité de représenter vos nations, pour confronter les positions africaines à celles des autres régions, avec assurance et expertise. Et nous poursuivons ce journal avec le lancement de l'atelier de consultation nationale sur l'accélération de la transition énergétique de Djibouti.
organisé par le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles dans le cadre du partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique, APRA. Cet atelier a rassemblé de nombreuses personnalités dont le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, les ambassadeurs d'Allemagne, du Japon, le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, le conseiller sectoriel pour l'énergie, l'ambassadeur du Danemark en Éthiopie, des hauts cadres de l'Agence internationale pour l'énergie renouvelable, des partenaires également au développement et des directeurs généraux de l'administration publique. Cette première journée de l'atelier s'est déroulée en plénière autour de 3 présentations suivies des discussions. La première a porté en effet sur l'APRA, la deuxième sur le contexte énergétique national et la troisième sur la présentation de la contribution déterminée à l'échelle nationale. Vous souhaitez la bienvenue et je souhaite aussi saisir cette occasion pour remercier chaleureusement son Excellence, Monsieur le Ministre, et toute son équipe pour tous les efforts qu'ils ont eu à fournir ayant permis à l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui et aussi pour leur hospitalité. On a été très très bien réussi depuis l'aéroport et vraiment ils sont aux petits soins jusqu'à présent. Merci beaucoup Monsieur le ministre et votre équipe. Je salue aussi l'engagement des partenaires qui vraiment ont toujours été à nos côtés et sans relâche, ils sont en train de nous supporter depuis les prémices du partenariat ainsi que l'enthousiasme et l'entrain avec lequel ils poursuivent cet engagement. Pour les nommer, côté pays, nous avons, par ordre alphabétique, nous avons l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis, les Émirats arabes unis et récemment le Japon aussi a joint l'équipe en nous supportant. Et nous avons aussi d'autres structures non étatiques qui nous supportent, telles que la Fondation Rockefeller and Brothers, GIAP. Et dans une intervention faite à cette occasion, le coordinateur des Nations Unies n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cet atelier pour notamment le développement des énergies renouvelables. Quand on parle à Djibouti de l'énergie, je crois qu'il y a une double importance. D'un côté, toute la transition, la réduction de CO2, la réduction des émissions de gaz et le combattre au changement climatique, dans lequel Djibouti est dans les front lines. Mais il y a tout un autre domaine de diversification, faciliter la diversification de l'économie, réduire le prix de l'électricité et faciliter plus l'implémentation, l'expansion de l'industrialisation au pays. Donc je crois que quand on parle d'énergie renouvelable à Djibouti, on a ces deux phases dans lesquelles c'est très important et c'est très stratégique pour le pays. Continuer la réduction des émissions et continuer à trouver la façon de réduire les prix de l'électricité pour faciliter la diversification économique. On a, avec la vision du président de la République de 2035, approuvée je crois en 2015, qui dit que Djibouti va devenir le premier pays de l'Afrique à 2035 à avoir les 100% de son énergie d'origine renouvelable. Et je crois qu'on est probablement capable d'arriver avant 2035 à cette situation. Et quant au ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, il a tout d'abord souligné que notre pays a amorcé une transformation en profondeur de son système électrique, ce qui a ouvert, a-t-il dit, la voie au développement des projets d'énergie verte. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans le cadre de cet atelier consacré à la consultation nationale sur l'accélération de la transition énergétique de Djibouti, organisé en collaboration avec l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'IRENA, et les partenariats accélérés pour les énergies renouvelables en Afrique, l'APRA. Qu'il me soit tout d'abord permis de souhaiter à Mme Safiatou Alzouma, la conseillère spéciale de la transition énergétique et industrialisation verte en Afrique, à son équipe et aux délégations venues des pays amis, la bienvenue et un agréable séjour à Djibouti, havre de paix, pôle de stabilité et terre d'opportunités, de rencontres et d'échanges. Permettez-moi également d'exprimer mes sincères et chaleureux remerciements à tous ceux et celles qui ont répondu favorablement à notre invitation.
J'ai saisi aussi cette occasion pour remercier chaleureusement l'IRENA, le secrétariat de l'APRA et l'équipe du ministère pour la qualité de l'organisation de cette assise. Mesdames et messieurs, distingués invités, sous le leadership visionnaire du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et conformément à sa volonté politique et à son projet de société, notre pays, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique énergétique, s'est engagé résolument dans un processus de transition énergétique afin de préparer le système énergétique de demain de production d'électricité décarbonée à travers un mix énergétique basé sur les énergies renouvelables disponibles au niveau national, qu'elles soient d'origine solaire, éolienne, géothermique ou encore issues de la marée motrice ou de la biomasse. Sous la présidence de l'honorable Keltoum Farah Saïd, la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains de l'Assemblée nationale s'est réunie en ce lundi 5 mai afin d'examiner le projet de loi numéro 130 de l'année 2024, 9e législature relative à l'organisation et au fonctionnement des associations en République de Djibouti. La séance s'est tenue en présence des députés membres et non membres de la commission dont l'implication a permis d'enrichir les échanges sur ce projet législatif de grande envergure. Monsieur Saïd Nouh Hassan, ministre de l'Intérieur, était accompagné de ses collaborateurs de l'équipe juridique de son ministère qui est venu présenter les éléments essentiels du projet de loi. Les échanges ont permis de clarifier plusieurs enjeux importants, notamment la nécessité de garantir un environnement juridique stable pour les associations en assurant leur liberté d'action tout en préservant la sécurité juridique de leur activité. Eh bien, je vous propose de suivre à l'issue des discussions. Eh bien, la commission a conclu ces échanges en transmettant à la prochaine séance publique le corpus examiné, y incluant également au préalable des propositions et des amendements. Dans le reste de l'actualité, dans la journée du 4 mai, c'est-à-dire hier, le colonel Waes Omar Boghoré, commandant des gardes-côtes djiboutiennes, a eu l'honneur Eh bien, en ce qui concerne cette journée, le commandant Waes Omar Boghoré a reçu Monsieur Erafia, vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères et membre de la Chambre de représentants du Japon. Suivant ce commentaire de Mohamed. Dans la journée du 4 mai, le colonel Waes Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a eu l'honneur d'accueillir à bord de nouveaux bateaux de 35 mètres une importante délégation japonaise conduite par Madame Eri, vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères, membre de la Chambre de représentants du Japon, dans le cadre de sa visite officielle en République de Djibouti. Cette rencontre, tenue à bord des unités récemment mises en service, a offert au commandant de la garde-côte l'opportunité de présenter la mission des capacités opérationnelle et du rôle stratégique de l'institution dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime au niveau local, régional et international. La présentation a été suivie d'un échange fructueux portant sur les enjeux de la sécurité et de la sûreté maritime dans le détroit de Bab el-Mandab, le golfe d'Aden et l'océan Indien, ainsi que sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans la lutte contre les menaces pesant sur les espèces maritimes. Son Excellence, Madame Eri, a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil réservé à sa délégation et a salué l'engagement constant de la garde-côte djiboutienne, soulignant son rôle crucial dans la préservation de la sécurité maritime régionale. La visite s'est conclue par une photo des groupes symbolisant l'importance de cette rencontre et la volonté partagée de consolider le lien entre la République de Djibouti et le Japon. Et dans notre dossier de ce 15h, nous allons vous parler des mesures prises par Djibouti face à l'urgence climatique.
Face aux effets dévastateurs du changement climatique, Djibouti, un pays semi-aride de la Corne de l'Afrique, n'échappe pas à cette réalité. Depuis plusieurs années, le pays place la résilience climatique au cœur de sa stratégie de développement durable. La 10e conférence internationale sur le changement climatique, organisée sous le patronage du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a permis de renforcer cet engagement. L'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et les climats s'impose aujourd'hui comme une réponse scientifique et régionale aux défis environnementaux. En octobre 2022 a été créé l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, afin de pouvoir trouver des solutions concrètes d'adaptation climatique. Cet observatoire a été doté de certaines missions dans la création et la structuration des données climatiques, et cela a été ce sur quoi, à l'Observatoire et les chercheurs de l'Observatoire s'y sont concentrés afin que l'on puisse avoir des données qui nous permettent de prendre des décisions politiques adaptées. La conférence a abouti à une série de recommandations pratiques issues des échanges entre chercheurs, décideurs et partenaires techniques. La conférence de CR2 a incarné une ambition claire, celle de faire émerger une voix africaine forte, une voix scientifique et résolue face au changement climatique. Sans oublier un soutien politique fort qui a été retranscrit par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a montré l'importance de cette conférence qui n'était pas qu'une conférence scientifique. Les principales recommandations s'articulent autour de 5 points majeurs. Dans un premier temps, il a fallu se concerter, se convaincre, discuter de l'importance de mutualiser nos données climatiques à travers une plateforme. Et en ce sens, l'OREC a été l'un des initiateurs en bientôt, Inch'Allah, mettant en ligne sa plateforme climatique qui sera aussi une plateforme de recensement de la biodiversité et des écosystèmes. La deuxième recommandation a été de concrétiser un changement de paradigme qui se structure autour des plans nationaux d'adaptation. Le troisième point est sous l'angle de la réflexion et la conception d'infrastructures climato-résilientes. Un accès à l'eau, une ventilation adaptée et des énergies propres. Pour cela, il faut créer des pôles régionaux d'innovation climatique pilotés par les institutions locales tout en favorisant les savoirs endogènes. Il faut booster les capacités des jeunes chercheurs. Il faut les booster en créant des espaces d'innovation, en créant des espaces de conception et en créant des espaces de réflexion. Cela permettra de faire cette transition. Pour finir, il faut créer un fonds de résilience climatique qui sera bien sûr et probablement alimenté par des ressources publiques, mais aussi des ressources privées. Cela permettra de conduire une diplomatie africaine sur le climat ambitieuse et qui permettra une représentation de notre continent dans des grandes instances internationales. Au-delà de discussions, cette conférence a initié une feuille de route régionale en faveur de la résilience climatique, coordonnée par Djibouti à travers l'OREC. Cette feuille de route vise à unir les efforts régionaux pour une action concertée face aux défis climatiques. Toutes ces recommandations doivent se traduire par des actions concrètes. Et ces actions concrètes vont être dans un premier temps, et c'est la discussion qu'on l'on a eue avec les collègues et avec les différentes parties prenantes, la constitution de groupes thématiques. Ces groupes thématiques-là vont chacune être chargées de traduire les recommandations en feuilles de route. Ce seront des feuilles de route opérationnelles. C'est-à-dire qu'à partir de 2026, nous devrons avoir pour chaque thématique, de manière interdisciplinaire et pluridisciplinaire, discuter comment nous allons mettre en place ces recommandations. Mais encore une fois, cela nécessite un cadre. Donc il faut que les parties prenantes et les institutions qu'elles représentaient, certaines se sont engagées durant cette conférence, puissent faire partie du consortium que la République de Djibouti veut créer. Cette consortium africaine, cette consortium d'institutions scientifiques
va permettre à ce qu'il y ait un plan concret et aligné sur notre vision 2035, bien sûr, mais aussi sur la vision 2063 de l'Union africaine. Dans les années à venir, Djibouti mettra en œuvre ses recommandations à travers des actions ciblées telles que des infrastructures résilientes et des systèmes d'alerte précoce. Le pays, avec le soutien de partenaires internationaux, aspire à devenir un modèle de résilience pour la région. L'OREC a ouvert un schéma ambitieux, faire de l'Afrique un continent d'innovation climatique, de gouvernance inclusive et de résilience communautaire. Nous devons passer des diagnostics aux solutions concrètes, climat, innovation et adaptation, devenir acteurs de la transition en Afrique. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous poursuivons ce journal toujours en parlant du climat et de ses menaces. Selon une étude récemment publiée dans la revue Biosciences, le changement climatique est désormais la première menace pour les espèces protégées, devançant pour la première fois les causes classiques de la perte de la biodiversité. Les chercheurs se sont appuyés sur une analyse croisée de plusieurs sources. Les auteurs identifient 5 grandes pressions d'origine humaine: l'origine de l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, la modification de l'usage des terres, des mers, la surexploitation des espèces, la pollution, les espèces exotiques envahissantes. Eh bien, ces études soulignent que plus de 86% des espèces analysées sont exposées simultanément à plusieurs menaces. Dans le reste de l'actualité, cette fois, nous allons vous parler des départs volontaires et massifs des personnes immigrées en situation irrégulière avec l'arrivée de l'expiration de ce délai gouvernemental. Explication. La décision du gouvernement il y a un mois d'exhorter les immigrés en situation irrégulière à quitter volontairement le territoire national dans un délai de 30 jours, une dynamique s'est enclenchée. La date butoir du 3 mai fixée par le ministre de l'Intérieur marque un tournant dans la mise en œuvre de cette politique migratoire. Sur le terrain, à la frontière de Galilée, les autorités sont mobilisées depuis plusieurs jours pour accompagner un flux constant de départs volontaires. Dans le calme et la dignité, des centaines de personnes franchissent quotidiennement la frontière, encadrée par la police frontalière déployée au nombre depuis le 3 mai. Le gouvernement a mis en place des dispositifs d'assistance logistique et administrative pour accompagner chaque individu dans son départ. L'objectif affiché, garantir un retour sécurisé et volontaire sans recours à la force. À Galilée, la coordination entre les différents services, police, migration, douane, l'armée permet une gestion fluide de départ. La majorité des migrants concernés ont exprimé leur volonté de se conformer à la décision gouvernementale. Et selon le préfet de la région, ces scènes traduisent la réussite d'une politique réfléchie, rigoureusement encadrée et exécutée avec professionnalisme. Le processus de retour s'est fait dans le plein respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Le gouvernement, de son côté, a affirmé rester vigilant quant au respect de la dignité humaine dans le cadre de cette opération, présentée comme un exemple de fermeté équilibrée et d'humanisme dans la gestion de migration. En sport, cette fois, l'équipe féminine djiboutienne de handball en route pour le trophée intercontinental 2025 en Ouganda. La suite dans cette séquence. À l'édition 2025 du prestigieux tournoi IHF Trophy qui réunira plusieurs sélections du continent. Conduite par le président de la Fédération djiboutienne de handball, Ahmed Mohamed Tahir, la délégation nationale a quitté le territoire avec une ferme ambition de défendre fièrement les couleurs de Djibouti sur la scène africaine. Avant leur départ, les joueuses et leur encadrement ont reçu les encouragements du directeur de région du secrétariat d'État chargé de sport, M. Omar Hassan Abdillahi, qui s'est rendu personnellement à l'aéroport pour leur souhaiter plein succès et exprimer tous les soutiens du secrétaire d'État chargé de sport Hassan Mohamed Kamil. Le tournoi représente une formidable opportunité pour le jeune talent djiboutien de se confronter aux meilleures équipes de la région et de gagner en expérience au plus haut niveau. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Une équipe humanitaire internationale dénonce le plan israélien d'aide à Gaza, contradiction avec les principes humanitaires.
dans le territoire palestinien occupé a rejeté le plan d'Israël visant à acheminer l'aide humanitaire aux Palestiniens dans la bande de Gaza, les qualifiant de contraires aux principes humanitaires. Dans un communiqué publié tard dimanche soir, le groupe a affirmé que les autorités israéliennes ont tenté de démanteler le système actuel de distribution d'aide géré par les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires. Les communiqués ajoutent, elles ont également cherché à faire accepter au groupe un mécanisme de distribution via des centres israéliens selon les conditions imposées par l'armée israélienne une fois que le gouvernement aura décidé de rouvrir le pont de passage. L'équipe souligne qu'au cours de 9 dernières semaines, les autorités israéliennes ont empêché l'entrée de toute fourniture à Gaza, quelle que soit leur importance vitale pour la survie de la population. Cette situation, poursuit le texte, a conduit à la fermeture des boulangeries et des cuisines communautaires, à l'épuisement des stocks des organisations humanitaires et à la propagation de la faim, notamment chez les enfants. En critiquant le plan israélien, l'équipe humanitaire déclare que la conception même du plan implique que de vastes zones de Gaza, y compris les personnes les plus vulnérables et à mobilité réduite, resteront sans approvisionnement. Elle insiste sur le fait que ce plan viole les principes humanitaires internationaux. Il est dangereux, pousse les civils vers des zones militaires pour accéder à l'aide, met des vies en danger, y compris celles de travailleurs humanitaires, et aggrave le déplacement forcé. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.